Les premières lueurs pâles de l'aube se glissaient à travers les hautes fenêtres à meneaux du manoir de Thornfield, projetant de longues ombres sur le vaste hall d'entrée en marbre, alors qu'Eleanor Hamilton était agenouillée sur la pierre froide, le dos courbé dans une souffrance silencieuse, ses mains à vif et rougies par le savon caustique à la lessive qui lui mordait la peau à chaque mouvement de brosse. Elle s'était levée avant même le personnel de cuisine, comme c'était son habitude, car ses 21 ans de vie lui avaient appris que pour survivre dans cette demeure, il fallait devenir à la fois indispensable et invisible. Le son rythmé de sa brosse contre le marbre résonnait dans la grandeur silencieuse du hall d'entrée, un espace conçu pour impressionner les visiteurs par la richesse et le statut de la famille Blackwood, et non pour réconforter la jeune femme dont les genoux lui faisaient mal après des heures passées contre la pierre inflexible. Eleanor s'arrêta brièvement pour repousser une mèche rebelle de cheveux châtains sous son simple bonnet de laine, s'autorisant le plus petit des soupirs avant de retourner à sa tâche, ignorant qu'elle n'était pas, en fait, seule dans la vaste pièce. Depuis les ombres du grand escalier, partiellement dissimulé derrière une rampe ornée sculptée des armoiries de la famille Blackwood, Sebastian Blackwood, le duc de Westmoreland, se tenait là, observant avec des yeux gris intenses qui n'avaient pas connu le sommeil réparateur depuis plus de nuits qu'il ne voulait en compter. L'insomnie était devenue sa compagne constante depuis son retour de l'étranger, le poussant à errer dans sa demeure ancestrale lorsque tous les autres dormaient, et depuis une semaine, son chemin agité l'avait conduit ici, attiré par la digne quiétude de la jeune femme qui travaillait pendant que la maisonnée dormait. Quelque chose dans ses mouvements méthodiques et la ligne gracieuse de son cou, alors qu'elle se penchait sur sa tâche, éveillait en lui une fascination inattendue, une curiosité sur les pensées qui pouvaient se mouvoir derrière ses yeux baissés. Eleanor sentit le poids de cette observation comme un picotement le long de sa colonne vertébrale, un sixième sens développé au fil des années, à naviguer entre les humeurs capricieuses de sa tutrice, Madame Bentley. Mais elle ne leva pas les yeux, ni ne reconnut la présence qu'elle sentait dans l'ombre. L'expérience lui avait appris qu'attirer l'attention sur elle ne se terminait jamais bien, qu'il était plus sûr de rester inaperçue, insignifiante, bien qu'elle ne pût tout à fait réprimer la légère tension de ses épaules en sentant le regard invisible s'attarder sur elle. Elle se concentra plutôt sur le petit cercle de marbre propre sous sa brosse, trouvant satisfaction dans la transformation du terne au brillant, une petite victoire dans une vie qui offrait peu de triomphe. Sébastien déplaça légèrement son poids, faisant échapper un léger craquement à l'ancienne latte de plancher sous son pied chaussé d'une pantoufle, mais si Eleanor l'entendit, elle n'en laissa rien paraître, poursuivant son travail avec la même détermination silencieuse qui avait attiré son attention ces derniers matins. Alors que la lumière grandissante commençait à chasser les ombres qui le dissimulaient, il se retira silencieusement en haut des escaliers, retournant dans ses appartements avant que la maisonnée ne s'éveille, emportant avec lui l'image de sa silhouette courbée et l'étrange paix que sa présence avait momentanément accordée à son esprit troublé. Et c'est le moment idéal pour vous abonner à notre chaîne. Chaque abonné nous rapproche du millier, ce qui nous aide à garder ces histoires vivantes et à continuer de vous les partager. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de laisser un commentaire en nous disant d'où vous regardez. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces récits voyagent à travers le monde. Continuons maintenant. 3 ans plus tôt, Eleanor avait mené une vie aussi éloignée de sa situation actuelle que les étoiles le sont de la Terre, en tant que fille unique et chérie du Dr. James Hamilton, dont le génie médical et les mains sûres avaient autrefois sauvé le précédent duc de Westmoreland d'une fièvre qui avait déconcerté tous les autres médecins de Londres. Les Hamilton résidaient dans une confortable maison de ville dans le quartier à la mode de la ville, entourés de livres, de musique et du flot constant de patients reconnaissants qui venaient voir son père, beaucoup d'entre eux issus des plus hautes sphères de la société. Eleanor avait été éduquée aux côtés des filles de la noblesse,
son esprit vif nourri par son père érudit, et son âme douce façonnée par sa mère, dont les aquarelles avaient un jour été exposées à la Royal Academy. Le souvenir de ces jours semblait maintenant appartenir à une toute autre vie, un rêve doré dont elle avait été cruellement tirée sur une route rendue glissante par la pluie, lorsque la voiture ramenant ses parents d'une conférence médicale s'était renversée dans un virage dangereux, les tuant sur le coup et laissant Eleanor, âgée de 18 ans, seule au monde, avec pour seul bien son chagrin et le modeste héritage que son père avait accumulé grâce à sa pratique. Sans parents proches disposés à la recueillir, elle avait été placée sous la tutelle de la cousine au second degré de son père, Madame Agatha Bentley, la gouvernante du manoir de Thornfield, qui avait toujours en voulu au Dr. Hamilton pour son succès et le respect qu'il inspirait à l'aristocratie, un ressentiment qui s'était immédiatement reporté sur sa fille orpheline. Le changement de fortune d'Eleanor avait été rapide et impitoyable. Quelques semaines après son arrivée à Thornfield, Madame Bentley l'avait déplacée de la confortable chambre d'amis à une chambre plus petite, puis à un grenier exigu partagé avec une soubrette, expliquant qu'Eleanor devait apprendre à être utile si elle souhaitait rester sous son toit. Des documents juridiques nécessitant sa signature apparaissaient avec une fréquence alarmante, toujours présentés lorsqu'Eleanor était au comble de l'épuisement ou de la vulnérabilité, des papiers dont elle réalisait maintenant qu'ils avaient systématiquement transféré son héritage sous le contrôle de Mme Bentley. L'humiliation finale était survenue 6 mois plus tôt, lorsque Mme Bentley avait convoqué Eleanor dans son salon privé et lui avait présenté une simple robe et un bonnet de servante, l'informant que les fonds pour son entretien étant épuisés, elle devrait désormais gagner son pain en servant la maisonnée. « Votre père a peut-être sauvé un duc, mais vous ne serez jamais plus qu'une servante dans cette maison, » avait déclaré Mme Bentley, ses lèvres minces retroussées en un sourire triomphant en regardant les doigts d'Eleanor trembler sur le tissu grossier de sa nouvelle condition. Jour après jour, semaine après semaine, la jeune femme brillante et cultivée, qui s'était autrefois déplacée avec aisance dans les plus beaux salons de Londres, avait été méthodiquement effacée, remplacée par la servante silencieuse et efficace qui frottait maintenant les sols de Thornfield avant l'aube, sa véritable identité n'étant connue que de la femme qui avait orchestré sa déchéance. Sebastian Blackwood, le 8e duc de Westmoreland, était revenu au manoir de Thornfield à peine 3 semaines plus tôt, après avoir passé 4 ans à voyager aux confins de l'Empire pour tenter d'échapper au chagrin qui le consumait depuis la mort de sa jeune épouse en couche. L'héritier de l'un des plus anciens titres d'Angleterre avait finalement accepté que le devoir exigeait sa présence dans la demeure ancestrale qu'il avait fuie, bien que les couloirs silencieux résonnassent encore de souvenirs qu'il préférait éviter. Son bureau était devenu son sanctuaire, un espace transformé par les artefacts de ses voyages. Les murs ornés de cartes marquées de ses périples, les étagères garnies de volumes collectionnés des bibliothèques d'Alexandrie à Calcutta, les vitrines exposant des curiosités de tous les coins du monde connu. Chaque objet témoignant de sa quête désespérée de sens au lendemain d'une perte dévastatrice. Il était bien plus de minuit lorsque Sébastien tira le cordon de sonnette à côté de son bureau, demandant du thé pour apaiser son insomnie perpétuelle, son attention concentrée sur la traduction d'un ancien texte persane qui s'était jusqu'alors avéré être la seule distraction assez puissante pour calmer son esprit agité. On frappa doucement à la porte de son bureau, plus tôt que prévu, et il cria d'entrer sans lever les yeux de son travail, habitué au majordome âgé qui s'occupait généralement de ses besoins nocturnes. Le bruit de pas plus léger que prévu le fit lever les yeux, découvrant à la place la jeune femme qu'il avait observée en train de frotter les sols à l'aube. Se tenant maintenant devant lui avec un plateau à thé en argent fermement tenu dans ses mains rougies. Leurs regards se croisèrent pour la première fois, sa rapide révérence exécutée avec une grâce naturelle qui semblait en contradiction avec sa position.
son regard s'abaissant rapidement avec la déférence appropriée, mais pas avant que Sébastien n'ait entrevu l'intelligence et la méfiance dans des profondeurs vertes qui lui rappelaient les forêts entourant sa villa italienne. Alors qu'elle disposait le service à thé avec une efficacité exercée, il observa ses mouvements, notant les signes subtils qui avaient d'abord attiré son attention lors de ses observations matinales. Sa colonne vertébrale trop droite pour quelqu'un né pour servir, ses mains trop délicates malgré leur état actuel rugueux. « Vous n'êtes pas une femme de chambre typique » déclara-t-il, observant avec intérêt comment elle s'immobilisa un instant avant de reprendre sa tâche. « Je sers là où l'on me place, votre grâce, » répondit-elle, son élocution précise et cultivée malgré la simplicité de sa déclaration, confirmant davantage ses soupçons. Lorsqu'elle eut fini de préparer son thé exactement selon ses préférences sans instruction, elle se tourna pour partir mais s'arrêta brièvement devant une étagère contenant ses volumes les plus rares, son regard s'attardant sur une première édition du Paradis perdu, avec une reconnaissance si évidente que Sébastien se retrouva à lui demander son opinion sur Milton. Sa réponse, bien que soigneusement mesurée, révéla une éducation bien supérieure à celle de n'importe quel domestique de sa maisonnée, et alors qu'elle se glissait hors de la pièce avec une autre révérence parfaite, le duc se trouva plus intrigué par la jeune femme mystérieuse que par n'importe quelle curiosité qu'il avait collectionnée au cours de ses années à parcourir le globe. Malgré toutes les épreuves de sa situation précaire, Eleanor avait découvert une petite miséricorde dans sa vie à Thornfield. La vaste bibliothèque, avec ses étagères imposantes de volumes reliés en cuir, restait déverrouillée la nuit, offrant un sanctuaire qu'elle ne pouvait visiter que lorsque ses tâches épuisantes étaient terminées et que la maisonnée dormait. Chaque soir, après avoir accompli ses dernières corvées, elle se glissait silencieusement à travers les couloirs obscurs avec une seule bougie, trouvant son chemin vers ce temple du savoir où, pendant une heure ou deux précieuses, elle pouvait retrouver des fragments de son ancienne moi. Cette nuit-là, en particulier, la pleine lune projetait de brillants rayons d'argent à travers les hautes fenêtres de la bibliothèque, illuminant les grains de poussière qui dansaient comme des créatures féeriques dans l'air immobile, tandis qu'Eleanor se déplaçait avec révérence parmi les étagères, faisant courir ses doigts le long de dos familiers jusqu'à ce qu'elle trouve un volume de Wordsworth qu'elle n'avait pas encore exploré. Elle était si absorbée par la poésie que le léger grincement de la porte qui s'ouvrait ne l'alerta pas de la présence d'une autre personne jusqu'à ce qu'une ombre tombe sur sa page, la faisant sursauter violemment, manquant de laisser tomber le précieux livre alors qu'elle levait les yeux pour découvrir le duc lui-même se tenant devant elle, sa haute silhouette se découpant sur le clair de lune. La peur lui serra la gorge alors qu'elle se relevait précipitamment, certaine que cette transgression entraînerait son renvoi immédiat, calculant déjà dans son esprit comment elle pourrait survivre dans les rues de Londres sans référence ni relation. Pourtant, au lieu de la colère, l'expression du duc témoignait de la curiosité, alors qu'il lui faisait signe de rester assise, sa voix basse et mesurée s'enquérant de son choix de lecture. Lorsqu'elle expliqua avec hésitation son appréciation pour l'imagerie pastorale de Wordsworth, il la surprit en choisissant un autre volume sur une étagère voisine, l'ouvrant à une page spécifique et lui demandant son opinion sur l'interprétation de la nature par Coleridge par rapport à son contemporain. La tension dans ses épaules se relâcha progressivement tandis qu'il parlait, sa terreur initiale laissant place à un engagement prudent alors que le duc s'installait dans un fauteuil en face d'elle. Le clair de lune projetait leurs traits dans l'argent et l'ombre, créant une intimité d'un autre monde qui semblait exister en dehors des hiérarchies rigides de leur vie diurne. Sébastien se trouva fasciné par la transformation de la jeune femme devant lui, observant son attitude formelle de servante s'effacer pour révéler des éclairs d'intelligence passionnée, ses mains animant ses arguments sur la poésie, avec des gestes qui témoignaient d'une éducation distinguée,
son vocabulaire s'étendant au-delà de la simplicité prudente qu'elle maintenait dans son rôle de femme de chambre. Plus surprenant encore fut sa propre réaction à sa compagnie. Le poids familier de l'isolement qui pesait sur lui depuis son retour en Angleterre semblait s'alléger en présence de son enthousiasme sincère pour la littérature, sa joie simple dans ces moments volés d'échanges intellectuels ravivant en lui quelque chose qu'il avait cru depuis longtemps enterré avec sa femme. Alors que la nuit s'approfondissait autour d'eux, aucun ne sembla vouloir rompre le charme en reconnaissant l'inconvenance de leur situation, chacun reconnaissant silencieusement en l'autre une âme sœur, malgré le vaste gouffre de circonstances qui séparait le maître de Thornfield de la servante qui en frottait les sols. Les yeux perçants de Madame Bentley n'avaient pas manqué de remarquer le changement subtil dans l'attitude du duc envers Eleanor. La façon dont son regard suivait ses mouvements lorsqu'il se trouvait par hasard dans la même pièce, comment il semblait apparaître dans n'importe quelle partie de la maison qu'elle était en train de nettoyer. Avec une malice calculatrice née à la fois de la jalousie et de la crainte que ses méfaits ne soient découverts, la gouvernante commença à assigner à Eleanor des tâches conçues pour briser à la fois son corps et son esprit, l'envoyant frotter les marches de la cave avec une brosse à dents, nettoyer les conduits de cheminée malgré la disponibilité de ramoneurs professionnels, et polir chaque pièce d'argenterie de la vaste collection, non pas une, mais 3 fois pour corriger des imperfections imaginaires. Le sommeil devint un luxe qu'Eleanor pouvait à peine s'offrir, car ses tâches s'étendaient désormais aux premières heures du matin comme aux dernières de la nuit, ne lui laissant que de précieuses quelques heures de repos avant de tout recommencer. En l'espace de 15 jours, sa silhouette déjà mince était devenue décharnée, des cernes sombres apparaissant sous ses yeux comme des meurtrissures sur sa peau blafarde, ses mouvements ralentissant malgré ses efforts déterminés pour maintenir l'efficacité attendue d'elle. Pourtant, pas une seule fois elle ne se plaignit ni ne faiblit, accomplissant chaque tâche dégradante avec la même digne quiétude qui avait d'abord attiré l'attention du duc. Bien que maintenant ses mains tremblassent d'épuisement et que sa respiration devînt haletante et courte lorsqu'elle croyait que personne ne la regardait. Sébastien observa cette cruauté systématique avec une inquiétude et une rage croissantes, particulièrement lorsqu'il découvrit Eleanor en train de frotter le sol de l'arrière-cuisine à 4 pattes au milieu de la nuit, son corps oscillant de fièvre alors qu'elle luttait pour terminer sa tâche avant l'aube. Il en avait assez vu. S'avançant d'un pas décidé, il lui ordonna d'arrêter sur le champ, sa voix portant une autorité qui ne souffrait aucune contestation. Même alors qu'elle peinait à se lever et à faire une révérence correcte, ses jambes flageolant sous celles à cause de la faiblesse. Sans hésitation, il la rattrapa avant qu'elle ne puisse s'effondrer. Choqué par son poids plume, alors qu'il la soulevait dans ses bras malgré ses faibles protestations, qu'elle allait très bien et devait finir ses tâches. « J'ai parcouru le monde et n'ai jamais vu une telle force tranquille face à une tyrannie aussi mesquine ?» lui dit-il en la portant vers l'escalier principal, sa voix basse mêlant admiration et fureur à peine contenue face à la façon dont elle avait été traitée. Malgré ses objections murmurées et continues, Sébastien appela le laquais de nuit surpris, lui ordonnant d'aller chercher immédiatement le médecin du village ainsi que Madame Bentley, son expression si foudroyante que le serviteur s'enfuit pour obéir sans poser de questions. Alors qu'il déposait soigneusement Eleanor sur une causeuse dans son bureau privé, plutôt que de la ramener dans les quartiers des domestiques, le duc se sentit envahi d'un instinct protecteur qu'il n'avait pas ressenti depuis la maladie de sa femme. Une détermination féroce à ce que cette jeune femme remarquable ne souffre plus aux mains de sa gouvernante. Peu importe ce que la société pourrait dire de son intérêt inhabituel pour une simple servante. La confrontation avec Madame Bentley, suite à l'effondrement d'Eleanor, avait soulevé plus de questions que de réponses, les explications de la gouvernante sur la situation de la jeune femme devenant de plus en plus confuses sous l'interrogatoire pointu de Sébastien. Selon Madame Bentley, Eleanor n'était qu'une parente éloignée recueillie par charité,
après avoir été laissé sans ressources par son père irresponsable, mais ce récit contredisait le raffinement évident dans le langage et le maintien de la jeune femme. Plus curieusement encore, lorsqu'on l'interrogea sur la nature exacte de leur lien de parenté, Madame Bentley affirma d'abord qu'Eleanor était sa petite cousine issue de Germain, puis la qualifia plus tard de cousine au 3e degré par alliance, des incohérences qui ne firent qu'accroître les soupçons de Sébastien. Dès le lendemain matin, le duc dépêcha son secrétaire le plus fiable à Londres, avec pour instruction de s'enquérir discrètement d'un certain Dr. James Hamilton et de sa fille, en particulier de toute information concernant les circonstances de la tutelle et de l'héritage de la fille après le décès de ses parents. En attendant ces réponses, Sébastien prit des mesures pour assurer la guérison et la protection d'Eleanor sans défier ouvertement l'autorité de Madame Bentley. Un équilibre délicat qui exigeait une manœuvre prudente au sein de la hiérarchie complexe de la maisonnée. Le médecin avait ordonné 15 jours de repos, une prescription qui avait plongé Madame Bentley dans une apoplexie à peine dissimulée jusqu'à ce que le duc lui-même insiste pour qu'elle soit suivie à la lettre. En retournant dans sa petite chambre mansardée, après 3 jours de convalescence dans une chambre d'amis rarement utilisée, Eleanor découvrit des changements subtils mais significatifs dans sa situation. Un épais châle de laine était apparu plié sur son lit, son mince matelas avait été remplacé par un de qualité supérieure, et, d'une manière ou d'une autre, ses tâches avaient été révisées pour exclure les travaux les plus exigeants physiquement, malgré l'attitude toujours glaciale de Madame Bentley. Les murmures dans la salle des domestiques suggéraient que le duc lui-même avait donné des instructions spécifiques concernant ses soins, bien que personne ne pût confirmer avoir entendu de tels ordres directement. La nourriture qui apparaissait à sa place pendant les repas des domestiques s'était mystérieusement améliorée en qualité et en quantité, et parfois elle trouvait une petite assiette de friandises ou de fruits laissés dans des endroits improbables où ses tâches l'amenaient des bontés anonymes qui redonnaient des couleurs à ses joues et une lueur prudente à ses yeux. Dans tout le manoir de Thornfield, une tension palpable avait commencé à s'installer alors que Madame Bentley observait ces changements avec une agitation croissante. Ses lèvres minces pressées en une ligne exsangue chaque fois qu'elle apercevait Eleanor, paraissant moins décharnée ou accomplissant ses tâches réduites avec plus de facilité. La gouvernante s'était mise à observer le duc avec un calcul méfiant chaque fois qu'il entrait dans une pièce, notant comment ses yeux cherchaient invariablement et trouvaient la servante aux cheveux châtains, peu importe à quel point Eleanor tentait de se fondre discrètement dans le décor. Sébastien sentait le poids de cette surveillance, mais poursuivait sa subtile campagne de protection en attendant des nouvelles de Londres, déterminé à découvrir la vérité sur la jeune femme mystérieuse dont la digne quiétude avait réveillé en lui quelque chose qu'il avait cru mort depuis longtemps. Un but au-delà de la simple existence et la conviction croissante que justice devait être rendue, quel qu'en soit le coût pour les convenances sociales. Une lumière or pâle commençait à peine à chasser les ombres persistantes de la nuit, alors qu'Eleanor s'agenouillait parmi les rosiers du jardin est. La brume matinale suspendue comme des voiles de gaz sur les fleurs que sa mère avait autrefois entretenues dans leur maison de Londres, des boutures qui avaient trouvé leur chemin jusqu'à Thornfield grâce à l'amour de l'horticulture de la précédente duchesse. Eleanor avait découvert ce lien par hasard, en lisant les notations soignées du journal de jardin, trouvant le nom de jeune fille de sa propre mère inscrit à côté de plusieurs variétés qui avaient été offertes au domaine quelques 15 ans plus tôt. Elle venait ici dans de rares moments de liberté, trouvant du réconfort à tailler les tiges de grêle et à enlever les mauvaises herbes persistantes qui menaçaient d'étouffer les magnifiques fleurs, ses doigts se souvenant des leçons que sa mère lui avait enseignées, même si son cœur se serrait au souvenir. Elle était si absorbée par cette tâche douce amère qu'elle ne remarqua pas la haute silhouette s'approchant à travers la brume jusqu'à ce que son ombre tombe sur les roses, la faisant lever les yeux avec un sursaut
pour rencontrer le visage du duc lui-même, sa tenue formelle abandonnée pour une simple chemise et une culotte de cheval. Sans attendre qu'elle se lève ou fasse la révérence, Sébastien s'assit sur le banc de pierre le plus proche, sa réserve habituelle s'adoucissant, alors qu'il lui faisait signe de continuer son travail, pendant qu'il parlait de l'amour de sa propre mère pour ces mêmes jardins, sa voix portant une chaleur qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. La conversation qui s'ensuivit sembla exister en dehors des limites strictes de maître et servante, s'écoulant naturellement des jardins au deuil, alors qu'Éléonore partageait prudemment des fragments de sa perte, surprise lorsque le duc répondit, non pas avec une sympathie polie, mais avec une compréhension sincère née de son propre deuil. « Nous sommes tous deux hantés, semble-t-il, observa-t-il, en regardant ses doigts agiles couper une fleur fanée. Pourtant, c'est à la lumière de l'aube que les fantômes trouvent enfin le repos. Votre grâce, répondit-elle doucement, une déclaration qui le fit étudier son visage avec une nouvelle appréciation avant qu'un rare sourire ne transforme ses traits solennels. Ce qui suivit ne ressembla à aucun échange qu'Eleanor avait connu depuis la mort de ses parents, une conversation qui allait de la littérature à la philosophie, ponctuée de moments d'humour inattendus, alors que Sébastien racontait des mésaventures de ses voyages qui firent naître un rire sincère sur ses lèvres pour la première fois depuis des années. Alors que la brume commençait à se dissiper sous le soleil grandissant, aucun des deux ne semblait pressé de rompre le charme de cette étrange communion, reconnaissant tous deux en l'autre une âme sœur qui comprenait la solitude particulière de porter un deuil dans un monde qui attendait que l'on avance sans regarder en arrière, trouvant dans leur compréhension partagée un lien qui transcendait le vaste gouffre de leur position sociale. L'arrivée de M. Winters, le fidèle notaire de la famille du duc, amena avec elle une tempête qui allait à jamais modifier le rythme tranquille du manoir de Thornfield. Le vieil homme apparut au petit déjeuner avec un portefeuille en cuir contenant des documents qui confirmaient les soupçons grandissants de Sébastien quant à la véritable situation d'Eleanor. Selon les registres soigneusement conservés, non seulement Eleanor était bien la fille de l'estimé Dr. James Hamilton qui avait autrefois sauvé la vie de l'ancien duc, mais elle était aussi l'héritière légitime d'une fortune considérable qui aurait dû lui assurer confort et indépendance après la mort prématurée de ses parents. Le duc ne perdit pas de temps à convoquer tout le personnel de la maison dans le grand hall, son visage un masque de fureur contenu, alors qu'il se tenait devant les domestiques assemblés avec Eleanor et le notaire à ses côtés, Madame Bentley devenant de plus en plus pâle en remarquant le portefeuille en cuir et les papiers officiels dans les mains noueuses de M. Winters. D'une voix qui résonnait de l'autorité de son titre ancien, Sébastien exposa la fraude qui avait été perpétrée sous son toit, révélant comment Madame Bentley avait systématiquement détourné l'héritage d'Eleanor vers ses propres comptes par le biais d'une série de documents falsifiés portant des signatures contrefaites, réduisant sa propre parente à un esclavage virtuel tout en vivant confortablement des fonds volés. Les preuves étaient irréfutables. Monsieur Winters produisit les documents originaux à côté des faux, ainsi que des relevés bancaires montrant des dépôts substantiels sur les comptes personnels de Madame Bentley correspondant exactement aux retraits du patrimoine Hamilton. Tout au long de cette révélation, Eleanor se tint parfaitement immobile, son visage une toile complexe d'émotions, passant de l'incrédulité à la justification, puis à une colère froide qui transforma ses traits délicats en quelque chose de presque féroce. Pourtant, sous ses sentiments plus forts, vacillait l'incertitude quant à ce que cette révélation signifierait pour son avenir à Thornfield, le seul foyer qu'elle ait connu depuis la mort de ses parents. Lorsque Madame Bentley rompit enfin son silence stupéfait pour protester qu'Eleanor avait signé les papiers de son plein gré, le notaire produisit le rapport accablant d'un expert dans l'écriture, confirmant que les signatures avaient bien été contrefaites, une révélation qui fit pousser des exclamations de surprise
à plusieurs des femmes de chambre, leurs yeux allant de la gouvernante tremblante à la jeune femme qu'on leur avait appris à considérer comme inférieure. Sebastian conclut la confrontation en annonçant que Madame Bentley serait démise de ses fonctions immédiatement et retenue à Thornfield jusqu'à l'arrivée du magistrat pour traiter des aspects criminels de ses actes, ajoutant que Mademoiselle Hamilton serait désormais traitée avec tout le respect dû à son véritable rang. Une déclaration qui envoya des vagues de confusion parmi le personnel qui peinait à concilier leur ancienne collègue servante avec la dame de bonne famille, maintenant révélée devant eux. Alors que la maisonnée stupéfaite se dispersait pour murmurer entre eux à propos de cet extraordinaire retournement de situation, Eleanor se retrouva debout dans le hall soudainement vide, son identité de servante durement acquise lui étant arrachée aussi brusquement qu'elle lui avait été imposée, la laissant à la dérive entre deux mondes, n'étant ni la femme de chambre opprimée qu'elle était devenue, ni tout à fait capable de retrouver la jeune femme confiante qu'elle avait été avant que la tragédie ne change son destin. La transition de sa chambre mansardée et dépouillée à la somptueuse suite d'invités bleus surplombant les jardins se fit avec une rapidité qui laissa à Eleanor l'impression d'être entrée dans la vie d'une autre femme. Les mêmes domestiques, qui avaient auparavant ignoré son existence, lui faisaient maintenant la révérence en l'appelant Mademoiselle Hamilton sur des tons d'un respect exagéré qui ne parvenaient pas tout à fait à masquer leur confusion et leur ressentiment. Sébastien avait tout organisé avec sa minutie caractéristique, convoquant une couturière de Londres qui arriva avec des malles de robes prêtes à porter, ne nécessitant que des retouches mineures pour s'adapter à sa silhouette amincie, assignant une jeune femme de chambre nommée Sarah pour être sa dame de compagnie, et engageant M. Winters pour entamer le long processus de récupération de son héritage volé. Pourtant, malgré tout le luxe soudain qui l'entourait, Eleanor ne s'était jamais sentie aussi isolée. Assise raidement sur des chaises en brocart qui auraient autrefois représenté un confort inimaginable, mais qui semblaient maintenant souligner sa place incertaine dans la maisonnée. Elle se surprenait à hésiter avant de toucher les brosses à dos d'argent sur sa coiffeuse, à s'excuser instinctivement lorsque Sarah lui apportait son thé, et à se lever à l'aube par habitude pour ensuite rester debout, gauche, dans sa chemise de nuit, sans soles à frotter, sans feu à allumer, sans but à accomplir. Le plus troublant de tout était le changement subtil dans ses interactions avec le duc. Le lien facile qu'ils avaient trouvé dans la roseraie cédant la place à une nouvelle formalité, alors que les manières de Sébastien devenaient de plus en plus convenables de jour en jour, le protocole de leurs rangs respectifs se réaffirmant maintenant qu'elle n'était plus une servante dont la relation avec le maître pouvait être facilement ignorée. Lorsqu'ils se croisaient par hasard dans la bibliothèque ou pendant les repas, qu'elle prenait désormais à sa table plutôt qu'en bas, une tension palpable s'installait entre eux. Eleanor était parfaitement consciente des murmures qui devaient circuler à propos d'une jeune femme célibataire résidant sous le toit d'un duc veuf, quelles que soient les circonstances inhabituelles. Bien qu'elle ne décelât aucune diminution de son souci pour son bien-être, elle sentait sa conscience croissante que leur intimité précédente n'avait été possible que grâce à son statut invisible, une vérité qui lui apportait à la fois du ressentiment et une étrange sensation de perte. Chaque nuit, elle se tenait à la fenêtre de sa belle prison, contemplant la lune qui argentait les jardins où ils avaient autrefois parlé si librement, entourée de beaux meubles et de bibelots coûteux qui ne faisaient que souligner à quel point elle n'appartenait à aucun lieu, prise entre le monde des domestiques qu'elle avait maîtrisé à contre-cœur et la bonne société qui ne l'accepterait jamais vraiment après 3 ans de dégradation, sa seule certitude étant de savoir que l'homme dont l'attention silencieuse l'avait soutenue dans ses jours les plus sombres semblait maintenant plus inaccessible que lorsqu'elle était agenouillée à frotter ses sols à l'aube. Les salles de bal locales flamboyaient sous la lumière d'une douzaine de lustres en cristal, le parquet poli reflétant leur éclat, tandis que les couples se déplaçaient à travers les motifs complexes d'une danse de campagne. L'air était rempli de musique, de parfums
et du murmure constant de la conversation, qui faiblit sensiblement lorsque Sebastian escorta Eleanor dans la salle bondée. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que sa véritable identité avait été rétablie, mais c'était sa première incursion dans la société en tant que pupille du duc de Westmoreland, une position arrangée à la hâte pour donner une apparence de bienséance à sa résidence à Thornfield. Eleanor sentit le poids de chaque regard sur elle alors qu'elle traversait la pièce dans une robe de soie bleu pâle que la couturière lui avait assuré être au comble de la mode, bien qu'elle ne pût dissimuler son malaise face à l'examen curieux de gens qui avaient autrefois été ses égaux sur le plan social. Les salutations polies initiales firent bientôt place à des commentaires chuchotés derrière des éventails flottants, les yeux perçants de la gentry locale, notant chaque détail de son apparence et de son comportement pour une dissection ultérieure. Lady Harrow, dont le mari possédait des terres voisines, ne fit aucune tentative pour baisser la voix en remarquant à sa compagne qu'on pouvait sortir la fille de l'arrière-cuisine, mais jamais vraiment enlever la souillure du service, un commentaire qui provoqua des rires aigus dans le cercle de femmes élégamment vêtues qui l'entouraient. Lorsque le vieux Sir William Patterson s'approcha pour demander une danse, plusieurs jeunes dames ricanèrent visiblement, l'une se demandant à voix haute si mademoiselle Hamilton ne serait pas plus à l'aise à servir des rafraîchissements qu'à participer au quadrille. Tout au long de la soirée, les commérages devinrent de plus en plus audacieux, les spéculations sur la relation d'Eleanor avec le duc allant de suggestions qu'elle avait été sa maîtresse déguisée en servante à des théories selon lesquelles son prétendu héritage n'était qu'une fiction créée pour justifier son intérêt inhabituel pour elle. Sebastian observa ces cruautés avec une colère grandissante, jusqu'à ce que Lady Harrow fasse une remarque particulièrement cinglante sur les femmes qui s'élèvent au-dessus de leurs conditions par des moyens douteux, moment auquel il abandonna toute prétention d'ignorer les ragoûts. À portée de voix de toute l'assemblée, il informa froidement sa seigneurie que la lignée de mademoiselle Hamilton était bien plus distinguée que celle de beaucoup de personnes présentes, sa réduction temporaire de circonstances étant le résultat d'actes criminels pour lesquels la justice était maintenant en train d'être rendue. Le silence qui suivit sa déclaration pesa lourdement dans l'air, rompu seulement lorsque les musiciens reprirent nerveusement leur jeu, bien que le mal fût fait, car les spéculations se tournèrent maintenant vers la raison pour laquelle le duc défendrait une ancienne servante avec une telle passion. Alors qu'il quittait l'assemblée plus tôt que prévu, Eleanor leva les yeux vers le visage de Sebastian avec un mélange de gratitude et de résignation. « Votre défense ne fait que confirmer leurs soupçons. Votre grâce, » murmura-t-elle alors qu'il l'aidait à monter dans sa voiture. Certaines tâches ne peuvent être effacées, peu importe avec quelle vigueur on frotte, la digne quiétude de ses paroles révélant à la fois son acceptation de la réalité sociale et la douloureuse connaissance qu'elle avait acquise à genoux, une brosse à la main. Le voyage de retour de Londres à Thornfield aurait dû être un triomphe, les documents légaux restituant le contrôle de son héritage à Eleanor étant bien rangés dans la mallette de voyage du duc. Pourtant, le ciel s'était assombri de manière menaçante alors qu'il quittait la ville, déchaînant un déluge qui transforma les routes de campagne en rivières de boue perfide. L'accident se produisit avec une soudaineté effrayante. Les roues de la voiture dérapèrent dans un virage serré. Le véhicule s'inclina dangereusement avant de se renverser complètement, les laissant secoués mais heureusement indemnes, à l'exception de quelques contusions mineures. Le cocher ayant été envoyé chercher de l'aide au village le plus proche, à quelques kilomètres de là, Sebastian et Eleanor se virent contraintes de chercher un abri immédiat contre la tempête qui s'aggravait. La fortune leur fournit une cabane de garde-chasse abandonnée, nichée parmi des chênes centenaires à une courte distance de la route. La petite structure en pierre offrait une protection rudimentaire, son toit de chaume étant en grande partie intact malgré des années de négligence, une seule pièce contenant une table en bois brut, une simple chaise et un lit de camp étroit,
poussé contre le mur du fond. Sébastien parvint à allumer un feu dans la petite cheminée en utilisant du bois empilé à côté, les flammes projetant des ombres dansantes sur les murs usés par le temps, tandis que la pluie s'abattait avec une fureur croissante contre l'unique fenêtre. Le confinement intime de leur refuge temporaire rendant impossible le maintien de la distance prudente qu'ils avaient établie ces dernières semaines. Alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, reflétant la tempête émotionnelle intérieure, Sébastien rompit enfin le silence qui s'était installé entre eux, avouant qu'il souffrait d'une insomnie débilitante depuis la mort de sa femme, des nuits sans fin passées à errer dans les couloirs vides de Thornfield, à la recherche d'un répit à son chagrin et à sa culpabilité. Il parla doucement de la façon dont il avait remarqué Eleanor pour la première fois à l'aube, il y a des semaines, attirée à la fenêtre surplombant le hall d'entrée par le son de sa brosse contre le marbre, trouvant dans sa détermination silencieuse et ses mouvements méthodiques un étrange réconfort qui avait apaisé son esprit agité. Il y avait quelque chose dans votre présence dans ce vaste espace, quelque chose dans la façon dont vous transformiez de petits cercles de pierre du terne au brillant qui a apporté les premiers moments de paix que j'avais connus depuis des années. Admit-il, son expression habituellement gardée ouverte à la lueur du feu, tandis qu'il décrivait comment il était revenu chaque matin pour l'observer sans être vu, puisant de la force dans sa résilience, alors qu'elle faisait face à ses propres épreuves avec une digne quiétude. Les joues d'Eleanor, rougies par plus que la chaleur du feu, avouèrent qu'elle avait toujours senti sa présence pendant ces heures matinales, ressentant le poids de son regard comme un contact physique, mais en tirant du réconfort plutôt que du malaise, trouvant dans sa compagnie invisible le courage d'endurer une autre journée de la cruauté de Madame Bentley. Même sans savoir que c'était vous, je me sentais moins seule en ces moments, murmura-t-elle, la barrière du rang et des convenances qui les avaient séparés s'effondrant face à cette confession partagée. Assise à côté de l'humble foyer, la tempête hurlante les isolant du monde et de ses jugements, tous deux reconnurent qu'ils avaient atteint un point de crise dans leur relation, la vérité de leur lien étant maintenant reconnue, créant à la fois des possibilités et des périls à parts égales. 3 jours après leur retour à Thornfield, la paix fragile qui s'était installée entre eux se brisa comme du verre lorsque Sébastien convoqua Eleanor dans son bureau alors que les ombres du soir s'allongeaient sur le domaine et qu'une autre tempête se préparait à l'horizon. La pluie avait commencé à s'abattre contre les hautes fenêtres du sanctuaire bordées de livres, les gouttelettes ruisselant sur la vitre comme des larmes, lorsqu'Eleanor entra pour trouver le duc debout devant la cheminée, sa haute silhouette se découpant sur la lumière du feu, son expression plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais vue. Sans préambule, il traversa la pièce pour lui prendre les mains, parlant avec une intensité qui lui coupa le souffle en déclarant que leur confidence partagée dans la cabane du garde-chasse avait confirmé ce qu'il soupçonnait depuis des semaines, que le lien entre eux transcendait la compréhension conventionnelle et ne pouvait plus être nié. Malgré le scandale certain, malgré les murmures qui les suivraient dans tous les salons d'Angleterre, il souhaitait faire d'elle sa duchesse, construire une vie avec la femme dont la force tranquille avait réveillé son cœur d'années de sommeil. Ces mots se déversaient avec une émotion inhabituelle alors que la foudre éclatait au-delà des fenêtres, illuminant son visage en de brefs et brillants instants. Eleanor sentit le monde basculer sous ses pieds, la joie et la terreur se livrant bataille dans sa poitrine, alors qu'elle retirait doucement ses mains des siennes, reculant alors même que son cœur la poussait à avancer. Elle ne pouvait pas lui permettre de sacrifier sa position, sa réputation, le respect de ses pairs pour une femme qui avait frotté ses sols, indépendamment de sa fortune retrouvée ou de sa véritable parenté. La société avait rendu son jugement clair lors du bal, et elle comprenait mieux que lui la nature permanente de telles tâches sur le caractère d'une personne. « Je ne peux accepter, » murmura-t-elle, sa voix ferme malgré le tremblement de son cœur.
Vous faites cette offre par culpabilité, peut-être par pitié, mais je ne serai pas la cause de votre ruine sociale. » Le visage de Sébastien s'assombrit de frustration alors qu'il insistait sur le fait que sa proposition ne découlait ni de l'obligation ni de la compassion, mais d'un amour sincère, une déclaration qui faillit briser sa résolution. Pourtant, Eleanor tint bon. Des années d'épreuve lui avaient appris que les souhaits et la réalité coïncidaient rarement, que les rêves poursuivis égoïstement devenaient souvent des cauchemars. « Je préférerais vous aimer de loin plutôt que d'être la cause de votre ruine, » lui dit-elle, la simple dignité de ses paroles révélant à la fois la profondeur de ses sentiments et la force de sa conviction. La société pardonne de nombreuses transgressions à un duc, mais élever une ancienne servante au rang de duchesse inviterait un mépris qui nous suivrait non seulement nous, mais aussi tous les enfants que nous pourrions avoir. La tempête extérieure atteignit son paroxysme alors que Sébastien se détournait, ses épaules rigides d'une émotion contenue, laissant Eleanor seule au milieu de son bureau, prise entre l'avenir qu'elle désirait désespérément et le sacrifice que son amour exigeait, la pluie battant contre les fenêtres, faisant écho aux larmes qu'elle refusait de verser en sa présence. La brume matinale s'accrochait encore au jardin de Thornfield lorsque la malle d'Eleanor fut chargée sur la diligence à destination de Londres, sa décision de quitter le domaine ayant été prise avec la même détermination silencieuse qui l'avait portée à travers des années d'épreuves. Sébastien n'avait pas tenté de la dissuader une fois qu'il avait reconnu la résolution dans ses yeux, son respect pour son choix étant évident dans les arrangements soignés qu'il avait pris pour son voyage, malgré la douleur visible dans son regard, alors qu'ils échangeaient des adieux formels dans le hall d'entrée où il l'avait observé pour la première fois en train de frotter les sols à l'aube. Moins de 15 jours après son arrivée à Londres, Eleanor avait trouvé une maison de ville modeste mais élégante dans un quartier respectable. Les pièces remplies de meubles simples, choisis pour le confort plutôt que pour l'ostentation, créant un sanctuaire chaleureux qui contrastait vivement avec les chambres grandioses mais souvent froides de Thornfield. Utilisant les fonds considérables qui lui avaient été dûment restitués, elle fonda ce qu'elle nomma la Maison Hamilton, un foyer pour jeunes filles rendues orphelines par les circonstances. Se consacrant à faire en sorte qu'aucun enfant sous sa garde ne subisse l'exploitation qu'elle avait endurée, ses propres expériences lui offrant une vision unique des blessures qui nécessitaient une guérison. Chaque matin, le facteur livrait une lettre portant le sceau de Westmoreland, le duc maintenant leur lien par une correspondance quotidienne malgré la distance qu'elle avait mise entre eux. Pourtant, Eleanor ne pouvait se résoudre à briser la cire d'une seule d'entre elles, les rangeant plutôt dans une boîte en bois sous son lit, à la fois incapable de lire ces mots et peu disposée à les détruire. Alors que l'été cédait la place à l'automne puis à l'hiver, Eleanor se trouva transformée par son travail avec les jeunes filles orphelines. Son intelligence naturelle et sa compassion s'épanouirent alors qu'elle développait des approches novatrices en matière d'éducation et de soutien émotionnel, attirant l'attention des membres réformateurs de la société londonienne, qui avaient commencé à solliciter ses conseils sur des questions relatives au bien-être des enfants défavorisés. Lorsqu'elle assistait occasionnellement à de petites réunions organisées par son nouveau cercle de connaissances, elle entendait des murmures selon lesquels le duc de Westmoreland s'était presque complètement retiré de la société, passant ses journées à gérer ses domaines avec une attention sans précédent aux conditions de ses locataires et ses nuits seules dans son bureau, les grandes balles et dîners qui auraient dû animer Thornfield étant manifestement absents du calendrier social. Bien que de tels rapports fissent naître une douleur sous ses côtes, Eleanor se rappelait la justesse de sa décision, trouvant du réconfort dans les rires des filles qui remplissaient maintenant ses journées et dans la certitude que la douleur de la séparation était préférable à celle de voir la société détruire lentement l'homme qu'elle aimait par association avec sa réputation ternie. Les nuits où le sommeil se faisait attendre, elle se tenait à la fenêtre de sa modeste chambre, contemplant la lueur lointaine des lampadaires de Londres
et se demandant si Sébastien, lui aussi, regardait le ciel nocturne, la vaste distance physique entre eux n'étant rien comparé au gouffre des conventions sociales qui avait forcé son départ du seul homme qui avait vu sa véritable valeur sous son bonnet de servante. Les premières lueurs pâles de l'aube commençaient à peine à zébrer le ciel oriental lorsqu'Eleanor entra dans le petit jardin derrière sa maison de Londres, cherchant du réconfort dans le rituel matinal et silencieux de l'entretien des modestes rosiers qu'elle avait transplantés de l'ancien jardin de ses parents. L'air avait cette immobilité parfaite, unique au petit matin, la rosée brillant sur les feuilles qui se déroulaient comme de minuscules diamants dispersés par une main invisible. Ce travail familier permettait à son esprit un rare moment de paix avant que ne commence la journée trépidante de la gestion de la maison Hamilton. Elle était si absorbée par la taille d'une branche particulièrement tenace qu'elle ne remarqua pas la haute silhouette se tenant au portail du jardin jusqu'à ce que son ombre tombe sur le chemin, la faisant lever les yeux avec un sursaut pour rencontrer le visage qu'elle avait porté dans son cœur pendant 6 mois de séparation. Sébastien se tenait devant elle, non pas dans la tenue formelle d'un duc, mais vêtu simplement d'habits de cavalier, son expression un mélange d'incertitude et d'espoir, alors qu'il demandait la permission d'entrer dans son domaine. Les mois l'avaient changé. De nouvelles rides marquaient son visage, une touche d'argent à ses tempes qui n'était pas là auparavant, mais ses yeux avaient une clarté et une détermination qu'elle n'avait jamais vues pendant leur séjour à Thornfield. Alors que le soleil levant baignait le jardin d'une lumière dorée, il parla de la façon dont il avait suivi les rapports sur son travail avec les filles orphelines, respectant son indépendance tout en se sentant de plus en plus attiré par la philosophie qui guidait la maison Hamilton. Avec une intensité tranquille, il révéla comment son départ l'avait forcé à reconsidérer sa place dans la société, le conduisant à se retirer des divertissements superficiels du grand monde pour se concentrer plutôt sur la mise en œuvre de réformes sur ces vastes domaines, améliorant les conditions des locataires et des ouvriers, d'une manière qui avait scandalisé ses pairs, mais apporté une prospérité sans précédent à ses terres. Je vous observais autrefois depuis les ombres, admirant votre force, lui dit-il, sa voix basse d'émotion alors que la lumière du matin les illuminait tous les deux. Maintenant, je me tiens dans la lumière, ne demandant pas votre main, mais votre cœur, en tant qu'égaux. Le monde désapprouvera toujours, la société chuchotera toujours, mais j'ai découvert qu'une vie vécue selon leurs attentes n'est pas une vie du tout. D'une poche, il sortit la boîte en bois qu'elle gardait sous son lit, expliquant que sa gouvernante la lui avait confiée en apprenant sa visite, croyant que le moment était venu pour elle de lire ce qu'elle n'avait pu affronter. Alors qu'Eleanor ouvrait la boîte avec des doigts tremblants, lisant des fragments de lettres qui ne révélaient ni obligation ni pitié, mais un amour qui s'était approfondi avec l'absence, comprenant le chemin qu'il avait parcouru pour se transformer en un homme qui pouvait se tenir à ses côtés plutôt qu'au-dessus d'elle, elle sentit les derniers murs autour de son cœur s'effondrer comme la brume matinale qui se dissipait maintenant sous le soleil grandissant. Dans ce jardin où une nouvelle vie poussait à travers la terre avec une détermination tranquille, entourée par l'aube symbolique d'un nouveau départ, Eleanor s'autorisa enfin à atteindre le bonheur qu'elle leur avait refusé à tous les deux, plaçant sa main tachée de terre dans la sienne, en tant qu'égaux enfin. Le soleil levant du début du printemps dorait les sols en marbre du manoir de Thornfield, la lumière se déversant à travers les hautes fenêtres du hall d'entrée où le duc et la duchesse de Westmoreland s'agenouillaient côte à côte, les manches retroussées, travaillant dans un silence complice pour se préparer à l'arrivée de 20 nouvelles élèves plus tard dans la matinée. Une année s'était écoulée depuis leur mariage dans la petite chapelle de Londres, près de la maison Hamilton. Une année qui avait vu la transformation de l'ancien domaine d'un symbole d'isolement aristocratique en une école et un refuge florissant où les femmes de toutes conditions pouvaient y trouver éducation, but et communauté. La vaste bibliothèque servait désormais de salle de classe,
Les salons de réception formels étaient devenus des dortoirs, et la roseraie s'était agrandie pour inclure des herbes et des légumes pratiques cultivés par des mains enthousiastes. Eleanor s'arrêta dans son travail pour observer son mari, trouvant toujours merveilleux de voir Sebastian Blackwood, duc de Westmoreland, à genoux avec du savon et une brosse, sa détermination à participer à chaque aspect de leur vision commune ayant scandalisé ses pairs tout en gagnant leur respect réticent. Leur mariage inhabituel avait bouleversé les conventions, non pas par une rébellion délibérée, mais par un exemple discret, leur insistance à travailler en tant qu'égaux se révélant plus révolutionnaire que n'importe quel manifeste politique. Madame Winters, la gentille femme âgée qui avait remplacé Madame Bentley comme gouvernante, les découvrit alors qu'elle descendait le grand escalier, son rire résonnant dans le hall à la vue d'un duc accomplissant un labeur aussi subalterne. « Je n'aurais jamais pensé voir le jour où un Blackwood frotterait ses propres sols, déclara-t-elle, essuyant des larmes de joie de ses yeux, alors que Sébastien se levait pour aider Eleanor à se relever, tous deux humides et quelque peu débraillés, mais rayonnants de contentement. « Cela semble approprié, » répondit Eleanor, échangeant un regard de profonde compréhension avec son mari. « Après tout, ce hall a été témoin de notre commencement. » Sébastien hocha la tête, sa main trouvant la sienne aussi naturellement que la respiration. « Des ombres de l'aube à la lumière du matin, nous avons tous les deux retrouvé notre chemin, » murmura-t-il, la simple vérité de ces mots englobant leur extraordinaire voyage de la solitude au partenariat. Plus tard cet après-midi-là, alors que les nouvelles élèves exploraient leur quartier avec une excitation à peine contenue, une lettre arriva de Londres contenant une coupure des pages mondaines qui provoqua un rire partagé entre le duc et la duchesse. La célèbre colonne de ragots, qui avait autrefois prédit leur ruine sociale, déclarait maintenant l'excentrique duc et son inhabituelle duchesse au comble de la mode. Rapportant que plusieurs familles nobles éminentes avaient commencé à demander que leurs filles soient admises à l'Académie de Thornfield, son approche révolutionnaire de l'éducation féminine devenant le sujet de conversation des salons londoniens. Le monde n'avait pas entièrement changé, bien sûr. Des poches de résistance à leur vision restaient ancrées dans les cercles traditionnels. Pourtant, alors qu'Eleanor regardait Sébastien guider une ancienne ouvrière d'usine à travers les bases de la comptabilité, dans ce qui avait été autrefois son bureau privé, elle reconnut qu'ils avaient réussi non pas à se conformer à la société, mais à créer une nouvelle définition de ce que la société pourrait devenir, un sol frotté et une vie transformée à la fois.